Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Attention, part du principe posé, et tout le donc je ne vais pas perdre trop de temps en description. Bien sûr, cette vidéo sera truffée de spoilers majeurs. Voilà, ça fait déjà 1 an que la série Twin Peaks The Return ou la saison 3 de Twin Peaks a été diffusée. Et je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je m'en suis toujours pas remis. En effet, je n'ai toujours pas eu d'aussi grosse claque série depuis. Donc pour moi, ça reste toujours la série, ou en tout cas la saison de la décennie. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous, parce que depuis 1 an, les vues de mes vidéos sur l'ensemble frôlent les 100 000. La dernière vidéo d'analyse que j'ai postée en septembre dernier a dépassé les 10 000 vues, et je suis pas loin des 800 abonnés. Le tout en moins d'une année, ce qui pour un sujet de niche comme Twin Peaks, c'est vraiment pas mal. Donc comme je vous avais promis une ultime vidéo d'analyse, maintenant que la poussière est retombée, je pense que c'est le moment. Le livre de Mark Frost est sorti aux États-Unis en décembre dernier, et nous avons enfin eu des réponses à nos questions. Enfin, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles. En effet, nous savons comment va Annie par exemple, mais aussi ce qui est arrivé à Leo Johnson, ou encore tout concernant le mystère autour d'Audrey. D'ailleurs, pour cette dernière, oubliez toutes vos théories sur le sujet, tout était beaucoup plus simple que cela. Je vous laisse le découvrir dans le livre, si vous ne l'avez pas encore lu. D'ailleurs, nous ne savons toujours pas quand la version française attendue chez Michel Lafon arrivera. On imagine que ce sera pour les fêtes de fin d'année, pour cette année. En tout cas, on croise les doigts. Le livre Les dossiers finaux de Twin Peaks invalide également ma théorie sur le Major Briggs, qui aurait passé 25 ans dans le troisième monde. En tout cas, en apparence. Le livre en lui-même est sympa, bien que moins bien écrit que le précédent. En tout cas, il est moins subtil dans sa présentation du récit. On dirait que Mark Frost fut un peu frustré que certains éléments narratifs soient passés à la trappe avec la réalisation et le montage de David Lynch, et qu'il a cherché un peu à rattraper certaines choses. C'est vrai qu'en lisant le livre, parfois on peut se dire qu'il est dommage que tel ou tel élément n'ait pas été repris ou développé dans la série. Et en disant ça, je pense surtout à l'arc sur la famille Horn, et à l'histoire concernant les terrains de Ghostwood. Car tout ce background explique la pauvreté grandissante chez les habitants de Twin Peaks, avec un contexte social assez dur. On retrouve bien ici les préoccupations politiques de Mark Frost, que semble partager également David Lynch, même si ce dernier préfère rester plus vague sur le sujet plutôt qu'avoir un récit plus frontal comme l'est le livre de Frost par exemple. Sinon, dans ce livre, nous avons aussi la raison qui fait que le dossier secret du Major Briggs n'est pas du tout mentionné durant la saison 3. C'est parce qu'il aurait été découvert quelques semaines après la découverte du corps de Ruth Davenport. Mark Frost décrit très précisément l'enchaînement des événements. Comment Ruth et Hastings ont découvert la zone, sont entrés en contact avec le Major, ce qui entraînera leur perte à tous les deux. Ruth Davenport a donc précieusement caché le dossier de Briggs dans le sous-sol de son immeuble, et celui-ci aura été découvert par des enquêteurs quelque temps après les événements de la saison 3. Mais cela pose un sérieux problème. En effet, beaucoup d'éléments dans les épisodes indiquent que le récit se déroule durant septembre et octobre 2016. Pourtant, dans le livre précédent de Frost, l'histoire secrète de Twin Peaks, il est indiqué que le fameux dossier a été découvert le 17 juillet 2016. Alors, est-ce une erreur de la part de l'auteur ou bien s'agit-il d'un indice? C'est ce que nous allons voir ici, entre autres choses. Dans mes précédentes vidéos, j'ai développé une certaine théorie concernant le troisième monde. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous suggère de regarder au moins la dernière vidéo, qui détaille bien cette théorie, mais qui explique aussi quel est le sous-texte de Twin Peaks et qu'est-ce que les auteurs ont bien pu vouloir raconter à travers cette histoire. La théorie que je vous propose donc aujourd'hui est complémentaire de ce que je raconte dans la dernière vidéo. Donc, ce qui va m'intéresser dans cette ultime vidéo d'analyse est de revenir sur l'explication du final, ce qui se passe dans les épisodes 17 et 18. En effet, Dale Cooper voyage dans le temps pour retourner en 1989 et empêcher que Laura Palmer ne soit tuée. Il y parvient partiellement car Laura disparaît purement et simplement.
Du coup, elle sera portée disparue et la ligne temporelle des événements s'en trouvera chamboulée. C'est ce que nous montrait la fin de l'épisode 17. Les événements que nous connaissons, ceux décrits dans les saisons 1 et 2, où Laura est morte, deviendront la version officieuse. Et la nouvelle version des événements deviendra alors la version officielle. Cooper viendra donc enquêter sur la disparition de Laura plutôt que son meurtre, et l'ensemble des événements entre l'ancienne et la nouvelle timeline seront similaires pour ne pas dire identiques, en tout cas sur certaines choses. Dans les deux versions, Cooper entre dans la Black Lodge et n'en sortira que 25 ans plus tard, mais la saison 3 se déroulerait peu ou prou de la même façon. Lors de ma dernière vidéo, je me posais la question de savoir depuis combien de temps Sarah était possédée par Jodie. En effet, la fille du Nouveau-Mexique est bien Sarah, c'est confirmé dans le livre. Sa famille y a vécu avant de vivre à Twin Peaks. Cela voudrait dire que l'orbe Laura aurait côtoyé Bob et à la fois Jodie. Mais surtout, cela voudrait dire que Bob était déjà avec Jodie, ce qui aurait dû déjà provoquer la fin du monde. Mais ce n'est pas aussi simple, comme nous allons le voir. Comme Tammy l'explique bien dans le dossier final, Jodie est en fait le nom d'une ancienne entité de la mythologie sumérienne. Le nom était utilisé pour décrire une espèce de démon vagabond qui s'était enfui du monde souterrain et parcourait le monde arrachant les âmes des victimes qu'il rencontrait. Ces démons se nourrissaient de Garmon Bonzia, soit de fortes émotions humaines, et plus encore s'il s'agissait de peine et de douleur. Ces êtres apparaissaient sous forme mâle et femelle. Jodie indiquait une femelle, et Baal un mâle. S'ils étaient déjà considérés comme dangereux individuellement, avec un mâle et une femelle qui s'uniraient sur la surface terrestre, les textes anciens clament que le mariage qui en résulterait aboutirait en quelque chose de bien plus mortifère encore. Autrement dit, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans mes vidéos, la fin du monde tel qu'on le connaît. Ici, on peut donc imaginer que Baal pourrait être Bob. Avec ma théorie dépeignant la Mother comme étant une sorte de proto-Lilith, je n'étais pas si éloigné que ça finalement. Dans la saison 3, le mauvais Cooper et Bob cherchent à retrouver Jodie pour s'allier à elle, ne faire sans doute qu'un avec elle, ce qui déclencherait la fin du monde. L'orbe Laura a sans doute été une sorte de tampon pour empêcher de créer cette union entre Bob et Jodie. Voire, l'orbe de Laura a peut-être été créé non pas pour contrecarrer Bob, mais plutôt Jodie. L'explication la plus logique est que Jodie possède Sarah que depuis seulement récemment, ou plutôt que celle-ci était comme endormie tout ce temps. La bestiole avalée en 1956 par Sarah ne serait alors qu'une sorte de prérequis pour être un hôte à venir de Jodie. Pour moi, c'est une sorte de préalable, car nous voyons Mother cracher beaucoup d'œufs dans l'épisode 8, lorsqu'elle crée Bob. Et je pense que cette bestiole était l'un de ses œufs, resté en hibernation pendant presque 11 ans. Un prérequis avec des effets secondaires, comme des visions par exemple, ce qui pourrait expliquer le comportement de Sarah dans certains moments des saisons 1 et 2. Cependant, le livre nous amène aussi à penser que certaines scènes que nous voyons avec Sarah dans la saison 3 sont des moments de la version officielle, qui est la deuxième version de la timeline. Et là, je pense bien sûr à ce qui se passe dans le relais routier, lorsque Sarah arrache la trachée avec ses dents d'un routier peu sympathique. En effet, nous pouvons imaginer que lorsque Cooper voyage dans le temps pour sauver Laura dans l'épisode 17, Jodie n'est pas encore vraiment réveillée, et que c'est justement ce voyage et ce changement temporel qui la font émerger, la font sortir de la boîte de New York, comme nous le voyons dans le premier épisode de la dernière saison. De plus, n'oubliez pas que dans les épisodes 2 et 18, au moment où Laura disparaît, le rideau de la réalité se lève, comme si une porte était ouverte et que Jodie, symbolisée par un cheval blanc, est présente. Nous avions convenu dans mon analyse des épisodes finaux que c'était Jodie qui avait enlevé Laura de sa réalité pour la placer dans un autre monde. Tout semble donc concorder. Ce qui veut dire que durant la version non officielle, la première version des événements, celle où Laura est morte, Jodie est seulement endormie en Sarah. L'union Bob-Jodie n'est donc pas possible. Cette version est l'ensemble des saisons 1 et 2 ainsi que le film. Mais c'est aussi une très large partie de la saison 3. Il reste cependant des moments de la saison 3 qui nous montreraient déjà des moments de la version officielle, celle où Laura a disparu. C'est une version où Cooper a changé le temps et ce qui a réveillé Jodie le 22 septembre 2016. Les scènes où Sarah est inquiétante se dérouleraient donc déjà dans une version du temps changée. Mais Bob, lui, n'est sans doute plus là. L'union ne peut donc pas se faire. En effet, car le livre révèle que dans cette version officielle de la timeline, lors de la date anniversaire de la disparition de Laura, le 24 février 1990, Leland Palmer se suicida, seul avec une arme pour laquelle il avait un permis, dans sa voiture garée près des chutes sur le parking de l'hôtel. Ce qui indique que dans la version officielle, en tout cas on peut se dire que le double de Cooper ne serait pas sorti de la Black Lodge, car Bob
n'aurait pas été présent lorsque Cooper y était, à la poursuite de Windom Earle dans le dernier épisode de la saison 2. Car si vous vous souvenez bien, c'est un peu à cause de Bob que Cooper échoue dans la Black Lodge, ce qui permet à son double de sortir. Ce qui explique les nombreux glitches dans la saison 3. C'était un indice pour nous indiquer cela dès le début. Souvenez-vous de la scène au double R. Lorsque quelqu'un cherche Billy, nous avons bien vu à ce moment les deux versions de la réalité. D'un plan à l'autre, tous les figurants changeaient. C'était déjà une très bonne indication de ce changement au sein de la ligne temporelle. N'oubliez pas qu'en matière de voyage et de paradoxe temporel, tout est forcément non linéaire, et que les causes et les effets peuvent se retrouver inversés, et cela justifie alors pleinement que durant toute la saison 3, les scènes étaient dans le désordre. Du coup, non seulement le montage de ces nouveaux épisodes était non linéaire, mais en plus cela nous montrait déjà plusieurs versions de l'histoire. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que durant la saison 3, jamais on ne parle du meurtre de Laura Palmer, on ne donne pas de détails. Si ce n'est que c'est une longue histoire. Ce qui renforce l'idée que nous pouvons osciller entre des moments de la version officielle et officieuse durant toute la saison 3 depuis le premier épisode. Cette oscillation était indiquée par les fameux glitches. Et c'est sans doute ce qui explique les nombreuses incohérences potentielles de The Return et des livres de Mark Frost. Quoi qu'il en soit, il est donc certain que la saison 3 nous montre des scènes dans le désordre, mais aussi des scènes issues des deux timelines, le tout étant mélangé. Les seules scènes dont nous pouvons être certains de pouvoir situer dans une catégorie sont toutes les scènes en noir et blanc. Car souvenez-vous, lorsque Cooper part sauver Laura en 1989, les scènes sont en noir et blanc et le passage en couleur se fait à l'instant où Cooper change les événements. Ce qui implique que toutes les scènes en noir et blanc sont fatalement issues de la première série d'événements. Cela peut expliquer également certains passages dans la Black Lodge dans les épisodes 2 et 18. Nous voyons plusieurs fois les mêmes moments mais légèrement différents. Notamment lorsque Mike demande s'il s'agit du passé ou du futur. Une fois, Laura est présente, et l'autre fois, le siège où elle se trouvait est vide. Comme il n'y a plus de Mr. C dans la deuxième version des événements, celui-ci n'a pas pu empêcher Cooper de sortir de la Black Lodge. Et ce dernier en est donc sorti comme il y était entré. Une scène culte qui a ravi tous les fans qui attendaient ce moment depuis 25 ans. Tout ceci explique alors pourquoi durant l'épisode 18, Cooper semble perdu face aux indices que lui avait donné le géant, tandis que dans l'épisode 1, l'agent du FBI affirmait avoir parfaitement compris. Comme Cooper a modifié la ligne temporelle, il l'a fait également pour lui-même. Ce qui fait que ce moment devient non existant, et que le géant n'a alors jamais donné ces indices. Car Cooper disparaît de la version non officielle, ce qui est en noir et blanc, de la même manière que le cadavre de Laura disparaît de la réalité. Mais alors, cela voudrait dire que tous les événements de la saison 3 ne se seraient pas déroulés ? Si c'est le cas, comment Tammy, Gordon et Albert peuvent-ils enquêter et sur quoi ? Tout d'abord, tous les événements ne sont pas le fait de Mr. C, notamment la mort d'Hastings et de Ruth. Ce qui fait que certains événements ont bien pu se dérouler. Maintenant que ce changement temporel et ses effets sont établis, cela explique alors l'épisode 17. Et nous pouvons nous interroger sur le final. Que se passe-t-il vraiment à la fin de l'épisode 18 ? En lisant les critiques et analyses du bouquin par les fans, je me suis rendu compte que tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes, semblait penser que Cooper à la fin était coincé dans la timeline alternative, soit dans la version officielle, celle où Laura a disparu. Ce qui n'est pas logique parce qu'il n'y serait pas coincé alors. S'il est dans une timeline alternative où Laura a disparu, ce ne serait pas grave en fait. Au contraire, il pourrait dire qu'il l'a retrouvée. Il aurait atteint son but. Il se trouverait alors juste dans une version de l'histoire où les gens ont des souvenirs différents. Et alors ? Il n'y aurait donc plus d'enjeu si tel était le cas, car Cooper serait à l'endroit voulu, qui serait devenu sa nouvelle réalité, celle qu'il aurait créée avec peu de différence de la timeline originale. S'il semble si désappointé, c'est bien qu'il n'est pas à l'endroit et le moment voulu. Il est donc coincé dans ce que j'appelle le troisième monde, un vrai monde parallèle et non pas une timeline alternative, car si on suit bien le raisonnement des faits, la mémoire qui change, il n'y a pas de timeline alternative ou parallèle en tout cas. Car toute modification annule et remplace la timeline en cours. Il n'y a donc qu'une seule timeline et non pas deux différentes qui seraient nées d'un schisme. Donc si Cooper est coincé, cela ne peut être que dans un monde vraiment différent. Donc, tout semble indiquer qu'il n'y a pas différentes timelines qui cohabiteraient comme des univers parallèles. En effet, le Cooper que l'on voit à la fin de la série n'est pas le Cooper que l'on connaît exactement, mais celui qui a enquêté sur la disparition de Laura Palmer et l'a cherchée pendant 25 ans, en étant dans la Black Lodge.
On assisterait alors à l'aboutissement de son enquête. Cela expliquerait son comportement un peu bizarre, le fait qu'il veuille uniquement ramener Laura chez ses parents. Le Cooper que l'on connaît donc est devenu ce nouveau Cooper, puisque la timeline se met à jour automatiquement, avec les souvenirs qui se modifient tout seuls au fur et à mesure. En effet, Tammy déclare à la fin du livre que l'affaire de la disparition de Laura Palmer est encore listée comme ouverte, avec une enquête toujours en cours. Et lorsque Tammy parle à Hawk, Andy et Bobby, ils ont tous eu une expression étourdie et confuse, comme s'ils étaient perdus dans le brouillard, sans pouvoir se souvenir exactement des faits. Chacun d'eux se disait alors « mais oui, c'est vrai, c'est comme ça que je m'en souviens. Laura n'a pas été disparue, elle est morte. » Comme pour l'épisode Flip Jeffries à Philadelphie avec Albert et Gordon, la mémoire de la version non officielle revient si elle est stimulée. C'est sans doute ce qui arrive à Gordon Cole lors de la scène où il a une vision de Laura dans le couloir de sa chambre d'hôtel. Il semble que la réécriture du temps modifie les souvenirs des uns et des autres, mais ne les efface pas complètement non plus. Comme si chaque changement temporel faisait tache d'huile et se répandait depuis un point d'origine. C'est pourquoi Tammy, Gordon et Albert se retrouvent à enquêter ici. Le changement temporel n'est pas immédiat pour tous et partout, cela se fait progressivement. En somme, les mondes parallèles dans Twin Peaks ne sont pas des versions alternatives du même monde mais avec différentes timelines, car dès qu'un changement temporel survient, ce changement prend la place des événements précédents et ne crée pas un schisme et un autre univers. Ce qui fait que ce que j'appelle le troisième monde, voire mes vidéos précédentes, est vraiment un monde totalement différent. Un monde où Twin Peaks n'existe sans doute pas d'ailleurs. En gros, il y a des mondes parallèles avec une seule et unique timeline à chaque fois qui peut être modifiée donc mise à jour, comme dans Retour vers le futur par exemple, si on change un truc dans le passé, la timeline se met à jour et cela ne crée pas une autre réalité, comme c'est le cas avec le Star Trek de J.J. Abrams et l'horrible Kelvin timeline. Donc, dans un monde, il n'y a qu'un Cooper et dans l'autre, il y a Richard. Celui que l'on connaît et qui cherche alors Laura depuis 25 ans sont alors une seule et même personne. C'est le couple de l'épisode 18. Le troisième monde n'a donc rien à voir avec l'autre. Un monde où il n'y a pas d'enquête, car pas de Laura Palmer, peut-être même pas de Twin Peaks, tout est différent, les gens, les événements et sans doute les lieux, le monde. Donc je ne pense pas du tout que le monde que nous voyons dans le dernier épisode peut être la timeline modifiée du monde de Twin Peaks que l'on connaît. Mais que sait-on de ce troisième monde, à part que quelqu'un d'autre habite la maison des Palmer et que Carrie Page habite à Odessa? Nous ne savons pas plus de choses sur ce monde que ce qui est montré dans l'épisode 18. Le livre de Mark Frost n'apporte pas plus d'éléments à ce sujet. Ce qui, en soi, prouve bien que le troisième monde n'est pas un univers réécrit par les changements temporels, mais bel et bien un univers à part entière. Mais y a-t-il dans le livre d'autres éléments qui vont dans le sens de ma théorie qui expliquerait que le troisième monde serait notre réalité, ou une réalité proche de la nôtre? En fait, le livre n'en parle quasiment pas, jusqu'à la quasi-fin du livre. Ça aurait été biais de confirmation que d'y voir des rapports à cette théorie du troisième monde, mais pourtant on trouve quelques phrases évocatrices dans les ultimes pages du dit livre, notamment lorsque Tammy fait part à Gordon de certaines de ses impressions. I don't know the lines, I don't know what part I'm playing, I don't even know what this play's about or what it's called. I'm just here, on stage, stuck in a dream, lights shining in my eyes. Is anyone out there watching? Tout ceci est largement suffisant pour moi, car cela épouse aussi l'idée d'interrogation sur la raison même de la vie. En effet, s'intéresser au quatrième mur, à la fiction et à la réalité est forcément un moyen de servir cette interrogation, ce qui nous pousse à nous interroger sur ce que nous regardons et sur les dangers que font courir Jodie à notre réalité. Et pour tout ça, je vous renvoie à ma vidéo précédente. En conclusion, on ne sait toujours pas vraiment si Cooper a réussi à sauver Laura ou non, et précisément quel bordel sans nom il a réussi à créer en voulant changer sa réalité. Le livre laisse du mystère sur tout ça, afin que chacun puisse imaginer sa suite, et c'est très bien ainsi. Récapitulons. Dans la saison 3, et sans doute depuis le premier épisode, nous voyons des scènes dans le désordre provenant à la fois de la timeline originale où Laura est morte, et à la fois de celle altérée où Laura a disparu. Il est difficile, voire impossible, de savoir quelles scènes appartiennent à quelle timeline. Sauf pour les scènes en noir et blanc, ou celles qui gravitent autour de l'intrigue Dougie et Mr. C, qui sont forcément issues de la version non officielle. Les scènes où Sarah Palmer est inquiétante viennent fatalement au moins de la version officielle, puisque Tammy en parle dans le livre et qu'elle fait elle-même partie de cette nouvelle version des événements. Tout le reste est donc plutôt flou et vague, ce qui peut expliquer que certains moments sont parfois difficiles à raccorder entre eux et peut justifier alors toutes les incohérences. Dans la version non officielle, Mr. C et Bob cherchent Jodie,
qui est peut-être totalement incarnée en Sarah depuis ce qui s'est passé à New York dans le premier épisode. Ou pas, je n'en suis pas sûr à 100%. Comme nous l'avons vu précédemment, dans la version officielle, Mr. C et Bob sont dans la Black Lodge et seule Jodie est présente. L'union ne peut donc pas se faire. Comme Dale Cooper a changé le passé pour lui aussi, ce qui est logique, ce que ce dernier a vécu dans la version officielle est donc qu'il est entré dans la Black Lodge à la poursuite de Windom Earl, comme nous l'avons vu dans la saison 2, mais comme Bob n'y est pas présent à ce moment-là, car Leland ne s'est pas encore donné la mort, vu qu'il se suicidera seulement l'année suivante, le double de Cooper ne sort pas de la loge. Cooper restera donc pendant 25 ans à l'intérieur. Mais dans cette version, pas de Laura Palmer présente non plus dans la loge pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille, puisqu'elle n'est pas morte et qu'elle ne peut donc pas être présente non plus dans la loge. Avec ces idées en tête, lorsque vous reverrez les épisodes 2 et 18, tout ceci sera plus clair. Bref, Cooper sort sans encombre de la loge 25 ans après pour retrouver Diane et voyager vers le troisième monde, pour retrouver Laura Palmer et la ramener chez elle. Du coup, dans la version non officielle, lorsque le géant donne ses indications à Cooper, et que celui-ci semble parfaitement les comprendre, il va pourtant en oublier la moitié dans la version officielle lorsqu'il sera dans le troisième monde, puisque Cooper n'aura pas vécu ce moment dans la timeline altérée, comme l'indique sa disparition à la fin de la première scène du premier épisode. Ce qui explique donc pourquoi il est si désorienté à la fin et qu'il ne sait pas qui est Richard et Linda. Ce qui explique aussi peut-être que dans les toutes dernières secondes, Dale Cooper semble se souvenir qu'il fut un temps, dans une certaine timeline, Laura Palmer lui aura chuchoté quelque chose à l'oreille, constituant alors sans doute le plus grand mystère de toute la série. Il reste forcément des questions sans réponse. Comme où part Diane, et qu'est-ce que c'est que cette histoire avec son double? En quelle année sont-ils? Que se passe-t-il vraiment dans la dernière scène? Les motivations de Philip Jeffries, etc. Ce qui est fort, c'est que nous ayons tant de réponses avec la série et le livre, tout en conservant un mystère intact qui ne nous empêche pourtant pas d'apprécier la série et sa fin. Pour le moment, il est très difficile de savoir s'il y aura une saison 4 un jour, tant Lynch souffle le chaud et le froid à ce sujet. En tout cas, plus le froid quand même. Mais je pense qu'il reste malgré tout beaucoup de matière encore à explorer et qu'une saison 4 serait tout à fait possible. Vous êtes quelques-uns à venir me voir en convention pour me parler séries télé et surtout de Twin Peaks. La majorité pour m'en dire tout le bien qu'ils en ont pensé. Même si environ un quart vient me dire avoir détesté. En tout cas, il n'y a pas d'entre-deux. J'ai remarqué d'ailleurs que ceux qui ont détesté sont ceux qui étaient fans des 2 premières saisons pour la plupart. Beaucoup de fans de la première heure ont tout de même adoré, un peu comme moi. Ce que je constate aussi et surtout, c'est que beaucoup de jeunes se mettent à regarder la série en enchaînant les 3 saisons et adorent vraiment. 1 an après sa diffusion, le nombre de téléspectateurs grossit encore peu à peu, et cela ne semble pas près de s'arrêter. Bien sûr, tout cela reste encore confidentiel, mais c'est le propre d'une œuvre culte, de ne pas être reconnue à sa juste valeur en son temps. Et vu la tendance, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Il y a toujours des choses à en dire et à découvrir. Par exemple, Hugo Kaila a remarqué pas mal de similitudes intéressantes avec le roman Ripley de Ken Grimwood. Voici l'histoire. Jeff, un Américain de base marié à une certaine Linda, meurt d'une crise cardiaque un beau jour de 1988, mais ne meurt pas vraiment. Il est projeté seulement 25 ans en arrière, à une époque où il est étudiant et sort avec une certaine fille nommée Jodie Gordon. Dans cette deuxième vie, il se mariera avec une dénommée Diane. Ah, ça ne peut pas être un hasard. On en parle en tout cas sur le groupe Facebook Something is Missing de Pacom Thielman. D'ailleurs, à ce propos, notre essayiste préféré spécialisé dans les séries télé va sortir un nouveau livre le 3 octobre prochain. Il s'appellera 3 essais sur Twin Peaks. En gros, il y aura La main gauche de David Lynch, qui était naguère un livre en soi, suivi de Exégèse de la Black Lodge, qui est une conférence qui fut donnée en 2014 et retravaillée depuis, suivi de La substance de ce monde, qui est laissée sur la saison 3. Je suis cité dans le livre sous mon pseudo de Bertrand Kefterian par rapport à mes vidéos, donc autant vous dire que j'ai très hâte de lire ce livre. Nous rêverons à la 4e saison.